Dans cet épisode, nous allons parler de pourquoi la Chine n'envahira pas Taïwan, des psychologues en Chine et de la pollution à Pékin. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 11 de la Chine, le chinois commençait vraiment, un hashtag LCLCCCV dans lequel je réponds à vos questions, ça c'est vraiment important, en vous présentant la Chine et le chinois tel que je les vois et tel que je les vis. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut que je vous dise parce que vous n'allez pas m'entendre peut-être pendant quelques jours. D'ailleurs, je sais même pas si vous entendrez celui-là avant que vous ne m'entendiez pas, mais c'est pas grave. Il faut savoir que je vais déléguer une partie des tâches de traitement du podcast parce que, comme pour l'apprentissage des langues, je me concentre sur ce qui est efficace, c'est-à-dire ce sur quoi j'apporte de la valeur moi, c'est-à-dire la réponse à vos questions. Et généralement, pour enregistrer un podcast de ce genre-là, ça me prend peut-être 20 minutes pour réaliser 15 minutes de podcast. Donc là où je suis plutôt efficace. Par contre, après, il me faut beaucoup de temps pour le montage, parce que c'est compliqué, je sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça représente, mais une fois que j'ai enregistré sur le dictaphone, après il faut que ça passe à la moulinette dans un premier temps pour retirer les bruits de fond, juste le petit bruit de fond, rien que le comme ça sur le fond. Aussi, ensuite, je le repasse à la moulinette pour avoir un son relativement égal, pas des mouvements de volume quand je bouge les mains, par exemple, quand le micro bouge. Donc ça passe à un deuxième coup. Ensuite, il faut que je rajoute un jingle, là ça prend pas trop de temps encore, mais ça va. Et ensuite, il faut que je l'exporte aussi, donc l'export, plus l'export vidéo. L'export vidéo, c'est très simple, le montage est très très simple. Il me suffit de mettre une photo que j'ai prise sur Instagram ou n'importe quoi, et que je rajoute la bande son, mais sur un ordinateur. Ensuite, l'export du logiciel, ça prend du temps, ça prend peut-être 15 minutes à chaque fois. Donc là, on a déjà perdu une demi-heure en plus. Ensuite, il faut que je le programme pour que ça arrive sur iTunes, sur Podbean, sur SoundCloud, sur YouTube, sur les blogs, sur Facebook, etc. Et au final, pour 15 minutes de podcast, je perds peut-être, je sais pas d'ailleurs combien je perds, mais je perds beaucoup. Quand je faisais des vidéos, c'était encore pire, et c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo. Le fait d'engager quelqu'un pour le faire aussi, là, ça devenait difficile. Tandis que, pour le podcast, c'est pas trop difficile à faire du montage d'audio. Donc ça, je peux le déléguer en toute confiance. Mais le temps que je forme, mon assistante à ça, vous entendrez rien. Voilà, c'est très simple. Donc il est possible que le week-end passe, et en plus demain je pourrais pas tout lui expliquer parce que demain je suis en Belgique, donc ça va être un petit peu compliqué. Autre chose qu'il fallait que je vous dise, c'est que cette semaine, ce week-end en tout cas, je vais traiter des vieilles questions qui traînaient, donc je pense que ça fera plaisir à quelques personnes, notamment Pierre, Marie et Quentin qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais je manque encore 2 questions de votre part. Envoyez-moi vos questions, c'est vraiment important. Donc là, bien évidemment, comme je vous le dis, j'ai des vieilles questions qui sont en réserve, mais ensuite, je vais tomber tout simplement à sec. Donc envoyez-moi vos questions sur du-chinois.com/questions. Alors, on va commencer les questions du jour avec celle de Pierre qui me dit: bonjour Cédric, j'aimerais savoir comment Taïwan est vu par le peuple chinois et s'il est probable que la Chine envahisse Taïwan prochainement. Alors, comment Taïwan est vu par le peuple chinois de Chine continentale? Ça dépend si on se fixe sur la vision de la politique chinoise ou si on se fixe sur la vision des Chinois dans leur globalité. Donc, si on parle du peuple chinois, on va dire que Taïwan est tout simplement vu comme le pays avec la nation qui a fui la Chine lors de la guerre civile, tout simplement. Et donc c'est vu comme des gens qui étaient chinois à la base et qui sont partis créer une autre nation. Et on est vraiment un petit peu comme la vision qu'on aurait de l'Europe. On n'est pas à se dire oui Taïwan c'est une région chinoise, etc. Non, on voit bien Taïwan comme une région qui a un peuple, qui a une culture historique similaire à la nôtre, à celle des Chinois, mais qui avait des idées différentes et qui s'est enfui avec le gouvernement de Chiang Kai-shek. De Chine, de République de Chine. Cependant, comme je vous le dis,
ils voient vraiment bien ça comme un petit peu des frères, sans en être vraiment, ou bien un frère avec qui on se serait disputé. Bien évidemment, ça crée des tensions, mais il y a aussi des liens qui sont plus faciles à faire, comme des liens économiques par exemple. Donc il serait pas du tout logique, si on garde cette idée par exemple, cette métaphore du frère, de les envahir. Les envahir, ça serait vraiment, c'est un peu comme si on se disait tiens, je vais aller tuer mon frère, quoi. Ça sonne pas très bien, c'est pas possible, c'est pas probable. Il est possible que de plus en plus de liens, s'ils veulent faire la paix comme entre frères, de plus en plus de liens se créent, des liens économiques, des liens politiques, des liens de communication, des liens militaires, etc. Même si les Américains ils font en sorte que ça soit un petit peu plus difficile, il est très fort possible donc que des liens se créent et que les deux peuples se rapprochent. Et c'est comme ça que ça va se faire. De toute façon, cette idée d'envahir, de coloniser, c'est quelque chose qui est vraiment très, très occidental. C'est français, anglais, américain, enfin anglophone, hollandais, espagnol, portugal peut-être. C'est nous qui avions l'habitude de coloniser. La Chine, elle essaye jamais, elle a jamais vraiment essayé d'ailleurs de coloniser. Toujours ça s'est fait par la manière douce, c'est-à-dire par exemple quand ils avaient fait des liens à l'époque de John Roll, comment est-ce qu'on appelle ça, comme Christophe Colomb, l'explorateur, comme Christophe Colomb, il allait un peu partout dans le monde, il allait donc sur la côte africaine par exemple, et il allait pas coloniser, il allait pas envahir, ça c'est un truc qu'on aime bien faire mais que les Chinois ils aiment pas faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien ils créaient des liens économique, ils faisaient des échanges, ils faisaient du troc, on a l'histoire aussi de la route de la soie, etc. La route de la soie, c'était pas un chemin qu'on se disait on va construire une armée et ensuite on va prendre tout ce qui existe sur ce passage et puis on va coloniser donc jusqu'au Moyen-Orient et puis pourquoi pas d'ailleurs jusqu'à donc eh bien la France ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'était toujours historiquement parlant une relation gagnant-gagnant. Dans la culture chinoise, c'est comme ça. Alors bien évidemment, à l'intérieur même du pays, il y a eu des guerres, notamment des guerres civiles, etc. Et ça aussi, d'ailleurs, historiquement parlant et culturellement parlant, ça a toujours été le cas. Ne serait-ce que, si vous voulez une référence, que la période des royaumes combattants, par exemple. À l'intérieur du pays, il y a toujours eu des querelles, on va dire des choses comme ça, mais quand on sort des mers, etc., non, on n'a jamais eu de volonté de coloniser, d'envahir, tout de suite passer par la force. Voilà. Donc bon, après je vais pas critiquer trop les gouvernements occidentaux parce que mon propre pays en fait partie, mais c'est pas la même mentalité. Donc je ne pense pas qu'il soit probable que la Chine envahisse Taïwan prochainement ni dans le futur. Deuxième question de Marie qui me dit: ma question concerne la psychologie en Chine continentale. Je sais qu'elle est enseignée dans certaines universités, mais y a-t-il vraiment des postes de psychologue? Si oui, où travaille-t-il? Merci beaucoup. Alors, psychologie, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, je crois, depuis les années 1900. Alors, je sais pas depuis combien ça existe d'ailleurs en Occident, mais la psychologie depuis les années 1900 en Chine, j'avais vu un document historique là-dessus. Les Chinois, effectivement, s'y intéressent et le métier existe, les études existent. Et puis, donc, on a des docteurs en psychologie, c'est comme des médecins, hein, c'est une science. Généralement, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser comme en France en disant tiens je vais aller voir le psychologue scolaire et on a un psychologue qui passe à l'école ou je sais pas quoi, je vais aller voir le psychologue parce que j'ai eu un problème au travail ou je sais pas quoi dans son cabinet et puis on va discuter. Puis d'ailleurs faut pas mélanger non plus psychologie et psychiatrie, mais on va rester donc sur l'idée du psychologue. Eh bien le docteur, le médecin, les problèmes psychologiques c'est une maladie. Et donc on va retrouver le psychologue tout simplement à l'hôpital. Donc oui, il y a des postes de psychologues, enfin je sais même pas si on appelle ça des postes de psychologues, il y a des psychologues, il y a des médecins psychologues, voilà. Je sais pas comment ça se dit en France. Médecin en psychologie, psychologue tout simplement. Enfin en tout cas c'est une médecine on va dire en Chine. Et donc on trouve les psychologues où? Eh bien dans les hôpitaux. Voilà, tout simplement. Vous cherchez un psychologue en Chine, et bien vous allez tout simplement taper sur internet psychologue plus le nom de la ville, Pékin, Guiyang, Shanghai, Xiamen ou n'importe quoi. Et puis eh bien vous allez trouver donc eh bien dans quel hôpital il se trouvera. Tout simplement, quel hôpital eh bien, sera recommandé par les internautes, quel psychologue, quel docteur donc sera recommandé par les internautes, donc dans quel hôpital.
tout simplement. Donc voilà, je pense que ça répond à la question, c'est assez rapide là. Question de Quentin qui me dit: bonjour Cédric, les plus grandes villes chinoises, Pékin, Beijing notamment, sont-elles si polluées que la plupart des habitants ont un masque sur le visage et qu'ils vivent dans une sorte de brouillard de pollution, très souvent comme les médias nous le font croire? Alors, il y a deux éléments là-dedans. Donc, est-ce que la plupart des habitants ont un masque sur le visage? J'ai envie de dire non. Bien évidemment, ceux qui sortent beaucoup, ceux qui bougent, ceux qui sont par exemple tous les jours à vélo dans la rue, etc., généralement on peut les retrouver avec des masques. On en trouve de plus en plus aussi en France des gens avec des masques. Par contre, la deuxième question, oui. Est-ce qu'ils vivent dans une sorte de brouillard de pollution? Oui, en fait, pour avoir vécu notamment à Shanghai et à Pékin pour ma part, on vit pas dans une espèce de brouillard de pollution, mais par contre le ciel est gris. Alors bon, on a du smog de temps en temps, puis il faut aussi, peser aussi toutes les choses, que c'est pas toujours de la pollution, parfois c'est de la poussière, parfois c'est du sable, parfois c'est du mauvais temps, parfois donc on a souvent des photos, par exemple des recueils de photos, par exemple une photo par jour à Pékin, etc., où on voit tous les jours, par exemple, les jours où c'est gris, on dit que c'est de la pollution, et les jours où c'est bleu, eh bien, il n'y a pas de pollution. Parfois, en fait, c'est des jours où il pleut. Parfois, c'est des jours où il y a du brouillard, mais du vrai brouillard, donc ça, c'est pas de la pollution. Mais il faut effectivement noter qu'en règle générale, le ciel est gris. Et ça, par contre, c'est dû à la pollution, c'est dû à la poussière, c'est dû aux particules PM2.5, PM10. Hein. Donc, oui. Tous les habitants n'ont pas donc un masque, tous les habitants n'ont pas un purificateur d'air à la maison. Par contre, j'en ai jamais vu dans une maison française et j'en ai souvent entendu parler en Chine. Est-ce que vous avez déjà vu un particulateur, comment est-ce qu'on va appeler ça? Pas un particulateur, non, un filtre à particules, je pense que ça se dit comme ça, voilà, qu'on met dans la maison. C'est un peu comme une clim, ça recycle l'air, et puis il y a un filtre, enfin c'est un petit peu tout bête comme système, et ça filtre donc les particules 2.5, les particules 10, voilà. Donc c'est pour dire que quand même c'est effectivement pollué. Après, il faut aussi relativiser toujours. C'est vrai que les médias, ils en rajoutent une couche, alors puisque vous savez que j'adore les journalistes, hein, non, c'est une blague. Il faut savoir que la maison d'un fumeur, par exemple, on a des articles qui paraissent comme ça de temps en temps sur des gens qui font effectivement la part des choses. La maison d'un fumeur, elle est beaucoup plus polluée que l'air de Pékin. Donc si vous fumez dans la maison, eh bien vous pouvez mettre un masque. Donc si vous fumez, en tout cas, eh bien essayez de fumer dehors. Hein, ne serait-ce que pour vos proches, vos enfants, enfin en tout cas les personnes que vous aimez. Si vous fumez avec des gens que vous aimez pas, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Enfin, sortez une fois que vous avez fini. Voilà. La maison d'un fumeur, c'est un peu terrible. Voilà, donc petit bilan, eh bien, 3 petites questions intéressantes et qui commençaient à dater. Surtout, posez-moi des nouvelles questions. Alors, j'ai vu que j'en avais reçu quand même quelques nouvelles, mais c'est pas suffisant pour tenir avec un podcast par jour. C'est toujours pas suffisant. Donc, si vous avez des questions sur la Chine, posez-les-moi sur du-chinois.com/question au singulier, hein, QUESTION. Et bien voilà, moi je vais me reposer. Demain je pars en Belgique et j'enregistrerai donc l'épisode de 12 samedi. Donc aujourd'hui on est jeudi, enfin bon, je sais même pas quel jour vous retrouverez ce podcast, donc c'est pas grave. Posez-moi une question. Et ma question pour vous aujourd'hui, quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Puisque là moi je pars en Belgique, je suis en France. Avant j'étais en Hongrie, avant encore j'étais en Belgique, avant j'étais en France, avant j'étais en Belgique, avant j'étais en Chine, avant j'étais à Hong Kong. Tout ça donc dans les derniers mois. Et les voyages, ça forme, c'est vraiment super intéressant, super enrichissant. Et ma question c'était vous, quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Moi je peux vous dire que des voyages, il y en a pas mal qui m'ont marqué. Si quelqu'un me pose la question, peut-être que j'en parlerai. Mais donc dites-moi vous, quel est le voyage qui vous a le plus marqué? Et gardez l'esprit ouvert, ensemble, on tue les préjugés.